qu'est-ce que c'est que vous appelez la propriété lucrative du capital? Il n'est pas que du capital. La propriété lucrative, c'est le fait de tirer un revenu d'un patrimoine. C'est le droit de tirer un revenu d'un patrimoine, ce qui n'est pas évident puisque seul le travail produit de la valeur. Donc, quelle est la légitimité pour un propriétaire de récupérer une partie de la valeur produite par autrui, du coup, hein, Et donc, ça a été le droit de propriété lucrative, effectivement, a été porté dans sa construction par la bourgeoisie, parce que c'est un élément décisif du capital, parce que le propriétaire d'un outil de travail embauche des salariés sur cet outil. Il va récupérer une partie de la valeur que ces travailleurs ont produit. Et donc, le fait qu'il ait un patrimoine lui permet de tirer un revenu, mais qui ne vient pas du patrimoine, bien sûr. Le patrimoine en tant que tel, c'est une chose, hein, qui vient du travail de ceux qui utilisent cet outil, dont ils ne sont pas propriétaires. Mais la propriété lucrative, ça peut être aussi le patrimoine d'un prêteur, hein, qui va prêter, mettons, de l'argent pour investir, et qui va bénéficier lui aussi d'une partie du profit généré dans l'entreprise dont il est un prêteur. Ça peut être aussi quelqu'un qui est propriétaire d'une centrale d'achat, d'une chaîne de magasins, et qui va récupérer de la valeur sur le travail des agriculteurs, par exemple, ou de ses fournisseurs, parce que l'opération d'achat d'un bien d'alimentation quelconque auprès d'un agriculteur va être l'occasion d'une ponction en fait sur la valeur créée par l'agriculteur. Donc la propriété lucrative, elle ne s'exprime pas que dans le rapport entre un employeur et des salariés, et on la trouve aussi d'ailleurs sur un mode beaucoup plus généralisé, hein, dans la location. Hein, quelqu'un qui a un immeuble ou du terrain ou un appartement ou n'importe quoi et qui le loue pendant un certain temps, va en tirer un revenu alors qu'il n'y a aucun travail de sa part en face. Alors, autre chose est celui qui retape, disons, un appartement et ensuite qui le loue, en tout cas tant qu'il ne le loue pas au-delà du temps de récupération du travail qu'il y a mis, là il n'y a pas de propriété lucrative. D'accord. Il y a propriété lucrative dès lors qu'un patrimoine permet de s'approprier une partie de la valeur créée par autrui. D'accord. C'est assez proche finalement du coup de la théorie de l'exploitation de Marx et des temps de travail. Vous êtes inspiré du coup de ce travail-là? Bien sûr, hein, évidemment, l'exploitation, c'est précisément l'extorsion de plus-value, soit dans le cadre d'un rapport entre un employeur et un salarié, soit dans le cadre d'un rapport entre un donneur d'ordre et un sous-traitant, entre un acheteur capitaliste et un producteur qui est obligé de se soumettre à ses tarifs, etc. D'accord. Nous, ce qu'on se demande, c'est de quelle manière est-ce que la propriété lucrative, quel impact est-ce qu'elle a sur la nature du travail qui est soumis, qui en dépend? L'impact est considérable, c'est que, comme le dit Marx, le travailleur, c'est du capital variable.
le travailleur devient lui-même un élément du capital. Et il n'est pas du tout reconnu comme producteur. Il est nié au contraire comme producteur. C'est un mineur social qui a droit du pouvoir d'achat correspondant à la reproduction de sa force de travail. Et le monopole de la production revient à celui qui est propriétaire lucratif. Il y a une identité entre propriété lucrative et souveraineté sur le travail d'autrui, souveraineté sur la valeur, c'est-à-dire sur la définition de ce qui vaut dans ce qui est produit, et la possibilité pour les travailleurs de définir leur travail est nulle. Ils ne sont pas du tout reconnus comme producteurs. Dans le capitalisme, le travailleur, c'est un être de besoin qui a droit du pouvoir d'achat. C'est tout le mépris de la classe dirigeante pour les travailleurs. Il n'est jamais possesseur de son propre travail, en fait. Alors, il est possesseur d'une capacité de travail, mais dans la mesure où soit il doit, comme travailleur indépendant, acheter des fournitures à un donneur d'ordre ou restituer du travail fait à un donneur d'ordre, ou comme travailleur salarié, abandonner pendant quelque temps l'usage de sa force de travail à autrui. Évidemment, il n'est pas s'agissant du salarié, le propriétaire du produit de son travail. Ça, c'est le propriétaire de l'outil de travail qui en est le propriétaire. S'agissant du travailleur indépendant, il est propriétaire du produit de son travail, mais en fait, il ne maîtrise pas du tout ni le prix des intrants, ni le prix de son produit. Donc, il est lui aussi exploité. D'accord. Est-ce qu'il existe un travail qui échappe à la propriété lucrative, un travail qui serait anticapitaliste, non capitaliste? Alors, oui, bien sûr. Alors évidemment, dans un certain sens, tout travail est plus ou moins pris dans les raies du capital, parce que par un bout ou par un autre, on va trouver un prêteur, un fournisseur, un donneur d'ordre, un fournisseur de base de données sur une plateforme collaborative, etc. Dans un certain sens, le travail est cerné par le capital, même quand il s'inscrit dans des institutions non capitalistes. Donc il faut un tout petit peu relativiser ce que je vais dire, mais oui, bien sûr, qu'il y a des institutions non capitalistes du travail. Et c'est même l'immense réussite des travailleurs organisés que d'avoir imposé des institutions dans lesquelles le travail se fait non pas par la soumission à un employeur, mais par un salaire à vie. Le salaire à vie, c'est la suppression de la soumission à l'employeur. Donc c'est le cas des fonctionnaires, c'est le cas des retraités, enfin en tout cas de ceux des retraités qui ont une pension proche de leur salaire, c'est le cas d'un certain nombre de salariés de branches dans lesquelles la puissance des syndicats était ou demeure telle qu'il y a un droit à carrière et que quand on change de poste, on ne peut pas changer pour un poste moins qualifié où il n'y a pas de période de chômage. Enfin, si vous prenez la banque, mais même la métallurgie ou la chimie, des lieux où il y a une puissance syndicale qui a permis d'obtenir un droit à carrière, on a là une institution du travail qui échappe au chantage à l'emploi. Donc ça, c'est quand même déjà très important. Et puis vous avez le fait de travailler sur un outil qui n'est pas de la propriété lucrative. Ça, c'est le second point très important. Or, toute une partie de l'outil de travail n'est pas de la propriété lucrative. Un hôpital, c'est pas de la propriété lucrative. Une université ou un lycée, c'est pas de la propriété lucrative. Donc, tout ce qu'on appelle les services publics, mais c'est plus large que ça. Vous avez des milieux associatifs,
des lieux dans lesquels l'outil de travail, des coopératives, même si c'est marginal, c'est surtout les services publics qui effectivement représentent cette subversion du capital. Il n'y a pas besoin, qui prouve qu'il n'y a pas besoin de propriété lucrative pour qu'il y ait outil de travail, que l'outil de travail peut être la copropriété d'usage du collectif qui l'utilise, la copropriété d'usage d'un individu, travailleur indépendant. Si vous prenez par exemple les professions libérales, les sociétés d'exercice libéral, en tout cas jusqu'à la loi Macron qui a donné un sérieux coup de canif dans ce dispositif, il est interdit à des capitalistes d'être propriétaires de sociétés d'exercice libéral. Jusqu'à la loi Macron, un avocat ne pouvait pas être propriétaire d'une société copropriétaire, dans laquelle il n'exerce pas. Donc on ne peut pas exercer dans 1000 sociétés. On ne pouvait pas être capitaliste en matière juridique, c'est-à-dire faire travailler d'autres sur un patrimoine qui vous appartient à une échelle telle que vous en tiriez un profit. Vous ne pouvez pas être capitaliste si vous ne pouvez pas être actionnaire de plusieurs cabinets. Donc oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de lieux qui échappent à la propriété lucrative, Dieu merci. Mais en même temps, pour que ça aille jusqu'au bout, il faut aussi que l'investissement soit financé sans appel au marché des capitaux. Donc ça se trouve aussi. Vous pouvez avoir un investissement subventionné par une caisse, comme la caisse d'assurance maladie, qui peut subventionner un investissement sanitaire, ou par le trésor public, qui peut subventionner la construction d'un lycée, par exemple. Mais ça suppose qu'il y ait une collecte de la cotisation, de l'impôt suffisante. D'accord. Donc finalement, pour que le travail échappe au capital, il faut que le financement, les sources de financement et l'outil de travail soient de l'ordre d'une copropriété, et pas d'une propriété privée. Alors, mettons-nous d'accord sur le mot privé, ou pas d'accord, oui, je parle de propriété lucrative, de propriété d'usage. J'utilise pas le terme public-privé ou privé-collectif, etc., parce que ça ne me semble pas une bonne façon de présenter ce qui est conflictuel dans la propriété. D'accord. Une propriété, en tout cas, son usage est privatif ou c'est pas de la propriété. Donc pour moi, propriété privée, c'est un pléonasme. D'accord. Si vous êtes propriétaire de la caméra, là, c'est pas quelqu'un d'autre qui va dire au-delà que je m'y mette. C'est bien une propriété privée. Ça ne veut pas dire pour cela qu'elle est lucrative. Oui. Tout dépend de qui l'utilise. Si c'est le propriétaire lui-même qui l'utilise, c'est pas lucratif. Si en revanche il a une armée de salariés ou de travailleurs indépendants exploités gratuitement, là nous sommes une propriété lucrative. D'accord. Non, le mot propriété privée, à mon avis, n'est pas très intéressant. Collective ou publique, c'est pas forcément non plus des très bons noms. Je pense que dans un mode de production qui est libéré de la propriété lucrative, avec ce qu'elle a de négation du statut du travailleur et de monopolisation du travail par les propriétaires lucratifs, les entreprises sont remises à la nation. Tout l'outil de travail appartient à la nation. Mais ça, c'est un concept un peu vague, je dirais. L'usage de l'outil, lui, il n'est pas national, il n'est pas collectif. L'usage de l'outil, il est privé. C'est soit le collectif de salariés d'une entreprise qui en est le propriétaire d'usage, soit c'est un travailleur indépendant qui en est le propriétaire d'usage. Mais l'essentiel, c'est que cette propriété d'usage ne rapporte rien à ceux qui sont propriétaires de l'outil, c'est-à-dire à ceux qui décident. Le mot propriété est décisif, parce qu'on décide quand on est propriétaire.
Donc pour qu'il y ait décision au travail, il faut bien que les travailleurs soient propriétaires d'usage, c'est-à-dire qu'ils n'en tirent aucun revenu. Et si l'entreprise est vendue, ou si elle échoue et il y a un actif là qui est là, disponible, c'est, je ne sais pas quoi, moi, la caisse d'investissement, d'accord, qui est chargée de subventionner les entreprises, qui va récupérer cette entreprise qui du coup est une propriété de la nation, hein, une propriété de la nation. C'est pas une propriété publique au sens c'est pas l'État qui en est propriétaire. C'est pas une propriété collective parce que ce mot collectif est extrêmement vague. Hein. C'est une propriété de la nation. On le voit lorsque l'entreprise est vendue. Elle n'est pas vendue par des propriétaires lucratifs à je ne sais pas qui. Hein. Personne n'a la capacité de récupérer de l'argent sur un patrimoine, absolument personne. Donc c'est une propriété de la nation, mais qui, dans les faits, est la propriété privée de l'individu ou du collectif qui l'utilise. D'accord. Et donc dans les faits, quel avantage tire le travailleur, juste dans l'exercice de son travail, d'être propriétaire d'usage par rapport à... Écoutez, l'avantage il est décisif, parce que, encore une fois, ce qui est lié à la propriété, c'est la capacité de décider. Aujourd'hui, un travailleur dans une boîte quelconque, il ne décide pas de ce qui va être produit. Il a un contrat de travail qui fixe une tâche, mais ce n'est pas lui qui décide de la tâche qu'il va faire, ni du produit dans lequel s'inscrit cette tâche. C'est absolument décisif. Quand vous interrogez par exemple des travailleurs d'entreprises qui viennent d'être repris par leurs salariés, qui étaient jusqu'à là, prenez mettons le Téléphone qui était une propriété de Unilever. Unilever veut supprimer une usine française. Les salariés de l'entreprise s'organisent et obtiennent non pas la marque, Téléphone reste la propriété lucrative de Unilever, mais ils obtiennent la rétrocession de l'outil. Cet outil devient la propriété d'usage de ces travailleurs. Ça ne change pas forcément leur travail concret, parce qu'ils continuent à faire du thé ou à faire des tisanes, mais ça change complètement leur rapport au travail parce que ils décident ensemble de quel type d'herbe on va aller acheter pour faire tel type de tisane, sur quel marché on va développer nos produits, par quel type d'accords internationaux, quel investissement on va faire. Tout ça, c'est de la décision des travailleurs eux-mêmes, ça change complètement. Qu'est-ce que vous répondez aux économistes libéraux qui disent que ce serait désincitatif pour le travail de ne plus avoir de propriétaires, de faire en sorte que ce serait plus difficile de s'organiser? Est-ce que finalement ce serait moins efficace de passer d'une propriété lucrative? Enfin, c'est l'argument des... L'efficacité de la propriété lucrative reste à prouver. Hein. Pourquoi ? Parce que à la fois l'origine et la conséquence de la propriété lucrative, c'est que la production est faite pour mettre en valeur du capital. Elle n'est pas d'abord faite pour produire des valeurs d'usage. Hein. Elle n'est pas d'abord faite pour l'utilité sociale de ce qui est produit. Elle est faite pour mettre en valeur du capital, puisque la logique fondamentale de l'acte de travail, c'est valoriser du capital, créer de la valeur pour l'actionnaire, en fait, etc. Si actionnaire ou l'IA, ou quand on est indépendant, être obligé de rétrocéder sa production ou de se fournir auprès d'un fournisseur dont les prix vont être l'occasion d'une ponction sur la valeur que nous produisons. Donc, à partir du moment où ce qui importe aux propriétaires lucratifs, c'est la mise en valeur de leur capital, il y a une indifférence à la valeur d'usage
Et ça a des effets aujourd'hui écologiques absolument désastreux. Enfin, c'est pas la peine d'épiloguer longtemps. On n'insiste pas assez sur les aspects anthropologiques. Les aspects anthropologiques d'une espèce de flatterie de la consommation alors que nous n'avons aucun pouvoir sur la production, c'est anthropologiquement désastreux. Nous nous définissions comme humains pour autant que nous contribuons au bien commun, pas que nous achetons des trucs qui nous font plaisir. Enfin, c'est ridicule. Et donc, quelle est la part de la production non, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, mais de la production qui échappe à la propriété lucrative dans l'économie française aujourd'hui? Est-ce qu'on sait? Alors, il faut distinguer la façon dont elle est comptabilisée et puis la façon dont elle existe. Les conventions comptables disent, depuis 1977, que l'administration produit. Donc il y a bien une valeur économique qui est produite, reconnue comme telle, disons, par l'administration, et elle est évaluée, puisque la valeur ajoutée, qui est la base du calcul du PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises. Alors, le PIB marchand, les entreprises marchandes, comme on a leur valeur ajoutée, eh bien, on ôte du chiffre d'affaires les intrants, les consommations intermédiaires, reste donc ce qui va au salaire et ce qui va au profit. Le profit étant supposé financer l'investissement, la formation brute de capital fixe, comme on dit en comptabilité nationale. Et on va transposer pour les administrations qui, elles, n'ont pas de chiffre d'affaires et donc n'ont pas de valeur ajoutée que l'on pourrait calculer par différence entre chiffre d'affaires et consommation intermédiaire, on va transposer le mode de calcul de la valeur ajoutée dans les entreprises marchandes en disant que la production de l'administration, c'est la somme des salaires de tous ceux qui travaillent dans l'administration et de la formation brute de capital fixe, enfin de l'investissement des administrations. Et on obtient une production non marchande qui, elle fait donc des administrations, du système de santé, enfin de tout ce qui relève de la production, qui est de l'ordre de 700 milliards pour 1300 milliards de production marchande. Donc ça fait quand même une part non négligeable. Justement, le système de santé... Donc le système de santé est échappe complètement à la propriété lucrative, plus ou moins? Non, hélas non, puisque, même si c'est très minoritaire, la production de médicaments est une production capitaliste, ainsi que la production du matériel médical pour une grosse part. Donc il reste encore beaucoup à faire, mais l'acte de soin lui-même, globalement, sauf dans les cliniques à but lucratif, mais qui ne sont pas grand-chose quand même du point de vue statistique, même si c'est de trop, l'acte de soin, lui, effectivement, échappe à la logique capitaliste. D'accord. Et donc, est-ce que le fait qu'il y échappe a un impact sur son tarif, par exemple, ou son accessibilité au public? On peut le supposer, quand on compare un dispositif américain dans lequel la production de santé est capitaliste pour des compagnies d'assurance et un dispositif, disons, d'Europe occidentale dans lequel la production de santé n'est pas capitaliste, l'accès aux soins est plus automatique en Europe occidentale, gratuite même, mettons en Angleterre directement, en France si le paiement avec tiers payant se généralise, ce qui entraîne, oui, une plus grande facilité d'accès aux soins, une plus grande égalité dans l'accès aux soins comparé aux USA. D'accord. Et il n'y a pas un problème de déficit du fait que du coup un système de santé qui soit non lucratif soit déficitaire? J'arrive pas très à comprendre ce que veut dire déficit. C'est-à-dire que
Si vous produisez quelque chose, ça ne peut pas être déficitaire. Oui, oui, oui. Si vous produisez, vous ajoutez quelque chose. Mais si l'investissement, par exemple, est plus élevé que la production elle-même. Oui, il peut y avoir, mais ça dans toute organisation de la production, il peut y avoir un pari sur un investissement qui échoue. Parce que de fait, le coût correspondant à cet investissement ne sera pas remboursé par une valeur supplémentaire, par la valeur supplémentaire créée grâce au travail nouveau ou plus productif que cet investissement rendra possible. Oui, bien sûr, ça peut se trouver, mais ça se trouve aussi bien chez Renault que dans un hôpital. Ça n'a pas... Le système de production de soins n'appelle pas par définition un déficit, ça n'a aucun sens. Le système de production de soins produit 10% du PIB. On ne parle pas de, je sais pas de quoi, de déficit dans la production de ceci ou cela. Une production, c'est au contraire un supplément. La question qui se pose, c'est de savoir si le chiffre d'affaires, mettons, d'une entreprise privée va être supérieur à ses coûts de production. Bien sûr, là, il peut y avoir aussi les impôts et les cotisations qui financent un service public vont permettre d'assurer la production en question. Mais je me méfie quand même de cette inflation du mot déficit, qui est associée au service public, alors que ce sont d'abord des productions. De même qu'on associe toujours le mot dépense au service public. C'est très curieux. Un soignant dépense. Un soignant qui est dans une logique hospitalière, il dépense. Mais s'il est salarié d'une clinique à but lucratif, comme par hasard, il produit. Enfin, tout ça relève de la convention, de savoir ce qui est travail et ce qui n'est pas. La pratique capitaliste du travail ne dit de travail que ceux qui mettent en valeur du capital. Donc, les soignants d'une clinique à but lucratif travaillent. Mais en revanche, les soignants d'un hôpital dépensent. Là, nous sommes dans la pure croyance. D'accord. Alors maintenant, on peut constater éventuellement qu'il y a un déficit, c'est-à-dire que la somme des cotisations collectées par l'assurance maladie est inférieure aux dépenses liées à la production de santé. Mais c'est un déficit qui est assez difficile à mettre en évidence parce que les comptes de la protection sociale sont des comptes qui sont juste à 1 ou 2 points près, compte tenu des conventions comptables énormes qu'il faut passer pour additionner des comptabilités très hétérogènes entre le chômage, la santé, la vieillesse, la famille, le logement, etc., l'aide sociale, la sécurité sociale, un régime complémentaire. Enfin, on a quand même un tissu institutionnel et comptable assez multiple. Les comptes de la protection sociale vont nous donner des chiffres qui sont juste 1 ou 2% près. Si on prend par exemple un chiffre souvent avancé de 10 milliards de déficit, c'est un chiffre assez rituel, c'est plus ou moins 10 milliards, bon, il faut le rapporter aux près de 800 milliards de prestations sociales. On est à 795 milliards actuellement. Auprès de 700 milliards, non, on est à 695, excusez-moi. Ces 695 milliards, c'est un chiffre qui est juste à 1 ou 2 points près. C'est donc juste à 7 à 14 milliards près. Donc un déficit de 10 milliards, on ne sait pas si c'est un excédent de 3 milliards, peut-être. Personne n'en sait rien. D'accord. Mais il y a une liturgie très rituelle qui revient tous les mois de septembre, octobre, je ne sais plus quand c'est maintenant, sur l'annonce solennelle du déficit, du trou de la Sécu. Alors que tout ça n'a aucun fondement. D'accord. Et donc, est-ce que ce serait intéressant de généraliser ce système de fonctionnement de la santé ? Oui, bien sûr. Dès lors que
On est sorti de la religion du capital qui nous dit que seuls ceux qui mettent en valeur du capital produisent, les autres sont des gens qui dépensent. On peut alors dire qu'il y a non pas dépenses de santé, mais production de santé, et que si nous produisons 10% du PIB, j'enlève des 240 milliards de la production de santé, les 40 milliards de médicaments, parce qu'eux, ils sont capitalistes, mais si nous produisons 10% du PIB, avec du salaire à vie, avec de la propriété d'usage, avec la subvention de l'investissement, nous pouvons tout produire de cette façon-là, absolument tout. Il n'y a pas de raison qu'on ne produise pas tous nos biens et services. Dans cette logique-là, on peut, bien sûr. Et quel serait le rôle de la sécurité sociale et des autres organismes de financement, finalement, dans un système où la propriété d'usage serait généralisée à l'ensemble de la propriété? Pour que la propriété d'usage soit généralisée, il faut que l'investissement soit sous contrôle populaire, que l'investissement soit le fait de copropriétaires d'usage, qu'il ne soit pas financé par la prédation capitaliste, par un profit qu'ensuite ces prédateurs vont prêter en faisant crédit. Donc sortir du cycle profit-crédit, je te pique, je te prête, tu me rembourses, sortir de ce cycle-là, et donc sortir de la propriété lucrative, parce que c'est la propriété lucrative, accéder à la propriété d'usage pour tous. Donc, encore une fois, un projet qui honore notre passé, c'est pas du tout un projet de suppression de la propriété. Au contraire, c'est de généralisation de la propriété. Nous ne sommes pas pour le moment propriétaires. Il faut que nous devions propriétaires. Et j'ajoute que c'est une propriété privée, c'est-à-dire c'est bien celui qui utilise l'outil de travail qui décide, et c'est pas quelqu'un d'autre. Alors, étant entendu que, je vais revenir à votre question, mais comme j'ai un petit peu brodé autour de la propriété d'usage, étant entendu que, prenez la SNCF, ça ne peut pas être que les seuls 150 000 cheminots qui décident, parce que la SNCF, ça engage d'énormes choix d'aménagement du territoire, d'énergie, etc., qui ne peuvent pas relever des seuls cheminots. Il faut aussi, bien sûr, que des élus, des usagers, etc., soient copropriétaires d'usage de la SNCF avec les cheminots. Mais donc, pour qu'il y ait copropriété, encore faut-il que l'on maîtrise l'investissement. Et donc la maîtrise de l'investissement suppose qu'une partie de la valeur ajoutée, celle qui sert à produire des biens d'investissement et non pas des biens de consommation, à peu près 400 milliards, une partie de la valeur ajoutée aille à des caisses qui vont subventionner l'investissement. Et donc que l'on remplace le profit par une cotisation économique, tout comme si on veut qu'il y ait salaire à vie, il faut remplacer l'allocation microéconomique du salaire dans lequel chaque employeur paye ses salariés par la poursuite de la socialisation du salaire qui existe déjà. 45% du salaire globalement, ce sont des cotisations dans lesquelles ce n'est pas l'employeur qui paye ses salariés, cette relation-là disparaît. Il faut généraliser à 100% du salaire total, salaire direct plus cotisation, la socialisation actuelle. Dans une cotisation salaire gérée par des caisses de salaire, ces caisses de salaire, ces caisses d'investissement étant gérées par les salariés, bien sûr. D'accord. J'aimerais finir sur une dernière question. Qu'est-ce que c'est pour vous être anticapitaliste ? Oui, j'ai peut-être prononcé le mot anticapitaliste, mais il ne me satisfait pas, parce que moi je ne suis pas anti, je suis pour. Pour, oui, c'est ça. Je ne pense pas qu'on mobilise personne sur du non. Le non, c'est une opération qui peut susciter une mobilisation
immédiate, mais pas durable. On ne peut mobiliser durablement que sur du oui, et donc je ne suis pas anticapitaliste, pas du tout. Je suis communiste, c'est-à-dire que je promeus la poursuite de ce que nous avons commencé à faire au XXe siècle, sortir la propriété de son caractère lucratif, qu'elle devienne du commun, mais dans les limites, dans l'expression que j'en ai dite, c'est du commun, les entreprises sont la propriété de la nation, mais c'est du commun d'usage privatif, au sens où les collectifs de travail ou les individus qui sont propriétaires d'usage de ce commun en ont l'usage exclusif, bien sûr, y compris intergénérationnel. On peut transmettre à ses enfants une ferme, un terrain, quelque chose que l'on a travaillé, produit soi-même, ou dont on était propriétaire d'usage parce qu'elle nous avait été transmise, mais à condition que ces enfants en question soient eux-mêmes usagers de cet outil. Ils ne pourront pas le vendre, ils ne peuvent que l'utiliser. S'ils le vendent, ils ne gagnent rien. Le produit de la vente va justement aux institutions de propriété par la nation de l'outil de travail. Je ne sais plus exactement ce que la question, je m'en souvenais, on va partir sur une autre, mais du coup, est-ce que tout ça passe par des réformes? Oui, probablement, sûrement par des réformes, comme ça a été le cas dans les années, dans les années 50. Est-ce que ces réformes, elles sont progressives ou... Je voudrais terminer quand même sur le communisme, parce que c'est important de... Excusez-moi, j'étais parti un peu en divagant là, mais revenons sur le fait à quoi je dis oui. Moi, dire non, ça ne sert pas à grand-chose, très franchement. Donc, je dis oui à ce qui a commencé à être institué au XXe siècle en matière d'une pratique alternative du travail. Dans le capitalisme, travailler, c'est être un individu libre qui va sur un marché du travail et qui va produire des marchandises capitalistes s'il est embauché, qui vont mettre en valeur le capital d'un propriétaire, d'un prêteur, etc. Ou alors, c'est quelqu'un qui est travailleur indépendant, mais dont la valeur qu'il produit est largement récupérable par un fournisseur, un client ou un prêteur. Ce que la lutte des classes au XXe siècle, dans un pays comme le nôtre, mais dans les pays bismarckiens, on va dire, qui ont des structures un peu semblables d'institutions de travail, ce que la lutte de classe a produit, c'est une nouvelle définition du travail. Travail, quelqu'un qui a un salaire à vie, dont l'outil de travail est une copropriété d'usage financée par de la subvention et non pas par du crédit fût-il public. Et le communisme, c'est cela. Le communisme, c'est le mouvement par lequel on sort du capitalisme en remplaçant la propriété d'usage lucrative par la propriété d'usage, le marché du travail par le salaire à vie, le crédit par la subvention. Donc voilà, ce qui me meut et ce qui, à mon avis, ne peut être est le nécessaire fondement d'une mobilisation collective, c'est ces oui-là, oui au salaire à vie, oui à la propriété d'usage, oui à la subvention. D'accord. Très bien. Alors, il faut revenir à votre question que j'ai éludée. Qu'est-ce que j'ai dit, Victor? C'était... Sur les réformes. Oui, sur les réformes. Comment mettre en place comment généraliser oui, c'est ça. d'une manière institutionnelle? Il ne s'agit pas de mettre en place, puisque la mise en place, elle est faite. Oui. Nous ne partons pas de zéro. Il y a déjà une grosse partie de la valeur ajoutée qui ne relève pas de la logique capitaliste. À peu près 10% du PIB, ça. Ou, à mon avis, davantage. Il y a les 10% de la santé, mais il y a aussi le reste de l'administration. Et puis, il y a des coopératives, il y a du milieu associatif, tout ça qui produit sans
sans qu'il y ait mise en valeur de capital, sans qu'il y ait marchandise capitaliste, c'est-à-dire marchandises produites pour mettre en valeur du capital. Il y a beaucoup de lieux où il y a des marchés mettant des marchés de petits producteurs, des marchés bio, etc., tels qu'on en trouve maintenant à l'appel. Il y a bien un marché, mais ça n'est pas capitaliste, puisque la marchandise n'a pas été produite pour mettre en valeur du capital. Votre question, c'était comment est-ce qu'on généralise ce déjà-là. Ce déjà-là est considérable. On le généralise. Moi, je suis historien de la Sécu, donc j'ai envie de dire continuons ce qu'on a fait en 1946 quand on a créé le régime général. Il y a sans doute aussi d'autres voies que je connais moins comme chercheur, et donc j'ai pas grand-chose à en dire. Mais par exemple, la nouveauté de 1946, c'est le fait qu'un régime général est créé, qui va regrouper toutes les institutions de sécurité sociale qui existaient déjà à l'appel. La sécurité sociale, elle est surabondante en 1945. Elle n'est pas créée en 1945 comme on le raconte, elle est tout à fait importante. Sauf que ce qui est fait à la Libération, c'est de regrouper toutes ces institutions disparates de branches, d'entreprises, gérées d'une manière paritaire pour les assurances sociales, par les assurances s'agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles, par les patrons uniquement s'agissant des allocations familiales, etc., par des compagnies d'assurance, des contrats d'assurance groupe pour les régimes de collaborateurs, remplacer tout ça par un régime unique, un régime géré par les travailleurs, et un régime reposant sur un taux de cotisation interprofessionnel uniquement. Je pense que ça reste vrai, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire actuellement il y a à peu près 500 milliards du PIB qui va à la production des soignants, des retraités, des chômeurs, des parents. Nous pourrions doubler la mise, et socialiser 500 milliards de plus du PIB, 40% de la valeur ajoutée marchande. Les entreprises cotisent donc à hauteur de 40% de leur valeur ajoutée. C'est une opération blanche pour eux parce qu'à cette hauteur-là aussi, elles ne remboursent pas leurs dettes, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dettes sont parfaitement illégitimes pour financer l'investissement, il n'y a pas besoin de crédit. Donc les parasites, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler à mon sens, les parasites qui ont apporté, ils n'ont rien apporté du tout, qui investissent, mais avec non pas un apport, mais avec ce qu'ils ont piqué sur le travail d'autrui, puisque la propriété lucrative a été pour eux l'occasion de récupérer une partie de la valeur produite par autrui. Ces prêts qui ont été consentis aux entreprises pour leur investissement n'ont aucune légitimité et ils ne doivent pas être remboursés. Ça suppose évidemment tout un travail politique pour montrer l'illégitimité de la dette pour financer l'investissement, tout comme on a commencé un travail politique pour montrer l'illégitimité de la dette publique, dire que, après tout, en Grèce, si on supprimait la dette, comme on l'a supprimée pour l'Allemagne en 1953, ça permettrait de repartir. Il faut faire le même travail sur l'illégitimité de la dette pour financer l'investissement. Les entreprises croulent sous la dette liée à leur investissement. Donc, en même temps qu'elles auraient 40% de la valeur ajoutée à cotiser, au-delà de ce qu'elles cotisent déjà maintenant, elles seraient allégées du même montant de leur dette. Donc, c'est une opération, ou de leur obligation de verser des dividendes des actionnaires. Et donc, c'est une opération blanche du point de vue comptable, mais qui a un double intérêt. D'une part, ça assèche la centralisation capitaliste, ça ne permet plus à des propriétaires lucratifs d'accumuler un pactole qui leur permet ensuite de décider à la place des autres de ce qui va être produit, où c'est produit, par qui, etc. Et d'autre part, nous récupérons, nous, collectivement, 500 milliards qui peuvent être affectés, mettons, pour moitié à une caisse de salaire, pour moitié à des caisses d'investissement, gérées par nous. Et donc, les 250 milliards de la caisse des salaires, ça généralise le salaire à vie tel qu'il existe déjà. Et puis, les 250 milliards de la caisse d'investissement, rappelez-vous que nous investissons pour 400 milliards actuellement, donc c'est pas rien, c'est une majorité de l'investissement, sont financés par subvention. On sort de la logique profit-crédit. Donc, oui, bien sûr que
reprendre l'initiative sur le modèle de ce qu'ont fait les anciens me paraît tout à fait la bonne voie. D'accord. Il faut que nous conquérions un oui au doublement de la socialisation de la valeur ajoutée marchande pour que nous puissions la gérer nous-mêmes, pour investir et payer. Je me dis, vous parliez de... Selon Marx, du coup, l'exploitation, elle est inconsciente. Ni le capitaliste ni le travailleur est conscient qu'il y a exploitation. Est-ce que vous pensez que la propriété lucrative est consciente et qu'il y a une conscience de la part des propriétaires lucratifs du fait qu'ils acquièrent une partie de la valeur produite par le travail? Est-ce que chez Marx il y a de l'inconscient? J'en suis pas certain. C'est-à-dire que c'est masqué derrière le rapport salarial. Oui, enfin, pas derrière le rapport salarial chez Marx, mais il montre effectivement qu'il y a une réalité objective, quelle que soit la conscience qu'en ont les acteurs, ça d'accord. Maintenant, la conscience qu'ont les travailleurs de ne pas récupérer toute la valeur qu'ils produisent, elle est là. Alors, ils ne vont pas l'appeler exploitation, ils ne vont pas l'analyser peut-être de manière aussi précise que le fait Marx, mais c'est quand même là, de même que la conscience qu'ont les propriétaires lucratifs que c'est bien le travail d'autrui qui est à l'origine de leur capacité à accumuler du capital. Elle est tout à fait là. Ensuite, il y a tout un travail de dénégation, de construction d'un récit, mais qui est en partie inconscient, je suis d'accord, mais qui est quand même tout à fait conscient aussi. Appeler de façon aussi délibérée dépense la production de santé, c'est bien qu'il y a une conscience de classe sur la nécessité d'en finir avec la production communiste telle que je l'ai définie de santé. Donc je ne sais pas, je ne serai pas à ce point... C'est fini là? Ça marche? Non, non, c'est assez les anniversaires, je pense. Mais ça continue à fonctionner. D'accord. Ouais. Je suis pas un spécialiste maintenant des questions d'inconscience et tout ça. Donc D'accord. Mais c'est clair que, comme le dit Marx, une classe en soi doit devenir une classe pour soi. C'est clair qu'il faut avoir conscience que le crédit est le fruit d'une prédation, soit passée, soit à venir, parce que la prédation peut se faire après, quand il y a remboursement d'un crédit par création monétaire. Il n'y a pas eu de ponction avant, il y a une création monétaire par crédit, mais cette création monétaire, elle va donner lieu à une prédation lors de son remboursement, pour la rembourser. Donc, oui, bien sûr qu'il faut construire une conscience de classe qui n'est pas spontanée. D'accord. Et est-ce que le doublement, justement, des budgets de la sécurité sociale, enfin voilà, ce dont on parlait tout à l'heure, il va devoir passer par une expropriation d'une certaine quantité de patrimoine? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le fait qu'une entreprise qui est la propriété lucrative d'actionnaires ou d'une famille devienne la copropriété d'usage des travailleurs, y compris d'ailleurs des actuels actionnaires, pour autant qu'ils sont travailleurs dans l'entreprise en question, c'est une expropriation des actionnaires, bien sûr, des propriétaires. Mais une expropriation qui a deux significations très très différentes selon que vous expropriez des propriétaires de titres financiers. Là, vous allez avoir un refus extrêmement virulent, ou que vous expropriez des propriétaires je sais pas quoi moi, d'une librairie ou de tout un d'activités actuelles qui seront plutôt contents de ne plus avoir le poids du patrimoine
et en même temps de ne plus avoir à payer leurs salariés. Alors certes, ils n'auront plus ce rapport de subordination qui peut les arranger à l'occasion, mais ils vont être libérés de l'obligation de faire fructifier un patrimoine qui pèse énormément sur les destins individuels de ces propriétaires, sur leur famille, sur leur choix de profession. Il y a bien des trentenaires ou des quarantenaires qui, alors qu'ils avaient déjà commencé autre chose, se retrouvent obligés de reprendre la boîte familiale parce que leurs parents sont arrivés à l'âge où ils arrêtent et ils subissent le chantage. Si tu reprends pas, je vends, et ils reprennent. Bon, on peut libérer le monde des gens de tout cela. Mais pour terminer sur le rapport à l'international, est-ce que ça va changer quelque chose? Bon, il va falloir renégocier les traités européens, enfin c'est sûr, voilà, pour faire ce genre de réforme. C'est moi qui je trouve plus mes mots, moi. Mais du coup, il va falloir. Est-ce que ça risque d'avoir un impact négatif sur nos relations avec les pays qui sont complètement beaucoup plus propriétaires lucratifs? Alors, je sais pas comment dire, comme le Royaume-Uni. Oui, mais les pays, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il faut voir notre capacité à rendre attractives nos institutions, à montrer leur efficience. Par exemple, encore une fois, les institutions de santé ne sont pas capitalistes et elles ont fait la preuve de leur efficience, au point que les USA essayent de les copier. Ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des pesanteurs, mais c'est une force, c'est pas Absolument. Mais oui, cette solidarité internationale, elle n'est pas acquise, il faut la construire. Ça suppose évidemment que les travailleurs des différents pays, y compris de pays qui n'auraient pas passé le cap d'une généralisation d'un mode de production nouveau, qu'ils aient envie que ça advienne aussi chez eux. C'est quand même souvent le cas d'ailleurs, dans les révolutions, c'est contagieux. Ça entraîne à la fois une réaction très forte à l'international de la classe dirigeante et en même temps une forme de contagion populaire. Alors maintenant, qui l'emportera, ça j'en sais rien.